férié ou pas jour férié, nous on est là parce que vous le méritez. Débat Foot Marseille ne prend pas de congé. Ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission avec un autre titulaire de la Team FCM qui ne prend pas de congé, Monsieur Jean-Charles Debonneau. Salut Jean-Charles. Salut Mourad. Et en plus, il a vraiment pris sur lui pour venir. Il joue blessé aujourd'hui, il joue blessé, mais il est là. Tout comme Ludo. Comme quoi, il faut savoir jouer sur une jambe, pardon. Comme quoi, il faut savoir jouer sur une jambe aussi. Voilà, Ludo, tu vois, il va falloir te faire ta place parce que Jean-Charles, il tacle, il a besoin de toucher le ballon, tu vois. Donc, effectivement. Et un habitué désormais Football Club de Marseille, Thierry Audibert. Salut Thierry. Et bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ravi d'être là. Avec les vaillants, ceux qui sont qui n'ont pas peur de bosser, qui sont là, qui vont aller fort. Voilà, ceux qui ne sont pas déprimés comme les joueurs de l'Olympique de Marseille. Apparemment, on parlera de cette déprime des joueurs dans la seconde partie. Et avant ça, on fera bien sûr l'avant-match. On rappelle Thierry que tu travailles toujours avec Olympien. Qui est en collaboration avec Football Club de Marseille, qui a repris ses talks hebdomadaires. Qui a repris son talk du lundi soir, 21h. Voilà, on vous attend à ce moment-là avec des supporters passionnés qui vous font vivre ou revivre la dernière journée et qui se projettent, bien sûr, sur tout ce qui est possible de se projeter. Et tu as repris la rédaction des billets et pas encore le rythme stakhanoviste, cependant. Non, là, je reconnais que là, je suis allé très très loin. 110 billets en 100 jours non-stop. Vraiment, je sais même pas comment. Staline aurait été fier de toi. Oui, c'est ça. Mais là, non, là, on va prendre un peu de recul. Voilà. Ça m'a mis au bord du divorce, presque, cette histoire. Je me suis pas rendu compte que je ne voyais plus ma femme. Ce qu'on ferait pas pour l'OM. On va tout de suite passer à la première partie de cette émission, l'avant-match Nantes-OM. Alors messieurs, l'Olympique de Marseille se déplace à Nantes ce samedi à 17h30. C'est le nouvel horaire de l'Olympique de Marseille. Le dimanche à 21h, c'est plus pour nous, c'est fini. On n'est plus assez intéressant. Donc d'abord, comment vous le sentez, Jean-Charles? Comment tu le sens ce Nantes-OM? Comment on le sent? Vu la première rencontre de championnat ici au Vélodrome, je la sens pas bien. C'est vrai que on attend une revanche des joueurs marseillais, une révolte, une envie d'aller chercher ce résultat à l'extérieur. J'ai un petit peu entendu la conférence de presse de Dimitri Payet. Le match nul nous servirait quasiment à rien. Donc, est-ce que tu as entendu quelque chose de la conférence de presse de Dimitri? Parce que Dimitri Payet, j'ai l'impression c'est comme Rudy Garcia, il peut parler 3 heures, il dit rien, quoi. On lui posait la question que match nul ne serait pas un bon résultat pour l'Olympique de Marseille. Exactement, je pense que seule la victoire pour rassurer ces joueurs-là, peut nous rassurer à nous aussi des supporters, peut rassurer le peuple marseillais. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir avoir cette révolte. Maintenant, comment je le sens difficile, comme en tout début de saison, comme un déplacement quand on n'est pas bien, avec des joueurs en demi-teinte, à moitié en forme, on ne sait pas qui va rester, qui va partir. Donc voilà, on est toujours dans le flou et j'espère que ce flou-là, à un moment donné, va s'éclairer. On est d'accord, Ludo, donc la victoire, c'est le seul résultat acceptable pour ce match. À l'heure actuelle, oui, mais est-ce qu'après, ils vont faire l'effort pour aller la chercher, la victoire? Ça, c'est autre chose. Parce que bon, apparemment, je veux dire, chacun se pose la question qui va rester, qui va partir. On est reparti un petit peu comme la saison dernière. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Nantes, eux, par contre, ont perdu le premier match. Et leur premier match à la maison, je ne les vois pas perdre, quoi. Ils vont tout faire pour en tout cas, devant leur public et gagner. Est-ce que tu fais aussi partie de la team pessimiste, Thierry? Oui, c'était mon billet de dimanche matin, donc lendemain de match, l'OM est en danger, déjà, hein, sachant qu'il y avait 2 déplacements qui suivaient, et 2 déplacements qui ne sont pas non plus faciles. Je veux dire, à Nantes, on a toujours eu des soucis. On réussit mal ces dernières années. Ils aiment nous rentrer dedans. On a l'opportunité qu'il y a ce changement d'entraîneur récent. On connaît comment travaille Gourcuff, c'est un système très exigeant et il n'aura peut-être pas eu le temps de le mettre en place. Mais s'il a eu le temps de le mettre en place et on commence à avoir des choses, là on va avoir du souci en plus à se faire parce qu'on va pouvoir regarder Villas-Boas en lui disant « Oh, t'as vu, lui vient juste d'arriver » et puis ça va plus vite, quoi. Ah oui, toi tu le vois comme ça aussi, un peu comme une manière comme une opposition Villas-Boas-Gourcuff aussi un petit peu ouais, je pense que Gourcuff vient d'arriver, je pense qu'il n'aura rien eu le temps de vraiment mettre en place. Là, il va juste un peu sécuriser certaines choses, mais il va pas pouvoir mettre son fameux système en 4-4-2 avec ses fameux déplacements de
joueurs, etc. Mais par contre, oui, déplacement pas facile, compte tenu du climat psychologique dans lequel est l'équipe. Il y a déjà une pression. Je pense que les dirigeants ont la pression. Je pense qu'ils la font peser sur les joueurs. Et je pense que l'OM est malade et clairement en danger. Oui, on peut arriver au sort de la 3e journée avec 3 défaites. Et là, ça va être compliqué après de redresser. Et une réception de Saint-Etienne à suivre. Donc pas l'équipe la plus simple. Ce qui me fait peur, moi, en fait, c'est le mental des joueurs. On s'est aperçu que sur la première rencontre de championnat, ici au Vélodrome, face à Reims, on n'a pas vu de révolte, on n'a pas vu de joueurs qui étaient capables de... Je ne dirais pas de monter leur niveau de jeu. On va en parler ça dans la deuxième partie, Jean-Charles. Mais au moins, psychologiquement, de relever la tête et d'aller chercher autre chose. Cette volonté de se battre, en fait. J'ai pas vu ça, j'ai pas vu cette... Là, de toute manière, ce match sera un peu le révélateur. Et dans quel système, pour vous, on doit jouer ce match? Ludo, tu partirais dans quel système, avec quel joueur? La fameuse compo d'avant-match. Fais-toi plaisir. Ça, c'est difficile à dire. On les vend tous, on en achète 11, on repart. C'est difficile à dire, le système de jeu. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que là, il faut vraiment qu'ils gagnent parce qu'on peut rentrer en crise dès la deuxième journée. Je veux dire, le système de jeu n'a pas d'importance finalement? Finalement, non, parce que on se cherche un peu. Des joueurs, apparemment, on ne sait pas trop où ils vont. Des joueurs, pour moi, qui ne correspondent pas au projet de l'OM, qui sont là, des fois sur le terrain, on a l'impression qu'eux-mêmes, ils sont un peu perdus dans les placements où on les met. C'est un petit peu difficile dans tout ça. Après, mais faudra attendre. Hier, j'ai été jouer au foot avec Marius d'Olympien aussi, qui est beaucoup plus fort que moi, et qui me disait à un moment, putain, mais un joueur de foot, normalement, il doit savoir faire un contrôle, faire une passe, et nos joueurs, on dirait qu'ils savent jouer qu'à un seul poste, à un seul endroit, et puis encore, des fois, ils savent pas jouer. Est-ce qu'il y a un moment, ils savent le faire quand même, ça, on est d'accord. C'est la base, mon roi. Si tu sais pas contrôler un ballon, tu peux pas jouer au niveau. Non, mais c'est aussi le truc, genre, quand tu as 5 ans ou 6 ans. Payet, on va pas encore refaire le débat, mais Payet, on est tous là à dire oui, mais parce que tu le mets à gauche. Alors à gauche, c'est pas son beau poste, mais comment ça et oui, mais après tu le mets dans l'axe et tu dis oui, mais là ça va pas. Payet, c'est un joueur de 31 ans, international français, qui a 15 ans de carrière professionnelle ou un petit peu moins. Il doit savoir jouer à 2 postes différents, non? Mais c'est un petit peu le cas de ça, qui est latéral droit, d'un coup il passe sur le côté aux avant-postes. Après, tes qualités peuvent plus scier à un poste qu'à un autre, mais tu peux être capable à un moment donné d'avoir une double fonction sur le terrain. Moi, ça m'est arrivé de jouer à droite, mon poste était numéro 6. J'ai joué libéraux, j'ai joué arrière latéral droit, arrière latéral gauche. À un moment donné, tu dois rendre des services, même si c'est temporaire. Il faut savoir s'adapter temporairement au dispositif de ton entraîneur et à la compo d'équipe. Maintenant, tu parlais de composition d'équipe face à Nantes. Je pense qu'il y aura quand même des changements. Là, oui, notamment, toi, tu l'avais annoncé déjà. Je pense dans l'axe. L'Espagnol va faire son apparition dans l'axe. Alvaro González. Non, il va un peu Gomez, un peu González. Parce que bon, si on regarde la première rencontre, c'est vrai qu'on a souvent, je dirais, fait des éloges à Caleta Sarr et notamment à Camara. Là, ça n'a pas été le cas la première journée. Surtout Camara qu'on a beaucoup défendu ici, mais qui a été un peu emprunté, un petit peu... Il n'était pas dans son match. Pas du tout. Et là, je pense que l'Espagnol, lui, a certaines expériences, une grosse rigueur. D'après ce que j'ai entendu, d'après ce que l'on m'a dit, c'est un joueur de tempérament qui a vraiment cette mentalité des Espagnols avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de rigueur, tout ça. Et ça, on en a besoin. Après, dans le milieu, il y aura certainement le retour du petit Lopez. On dit le petit Lopez parce que ça, on a l'habitude, c'est un Marseillais. C'est Amino. Strootman, il est quasiment blessé, il est un peu blessé, il n'était pas là en entraînement hier, mais il pourrait être dans le groupe. Et devant, je pense que Benedetto va faire son apparition en tant que titulaire. Donc ça fait quand même 3 joueurs déjà qui feront un retour dans l'équipe. Ça peut changer une mentalité aussi. Tu es d'accord avec cette compo, alors, Thierry? Oui, j'avais suggéré, alors justement parce que tu parlais de Marius tout à l'heure, je vais le mettre à l'honneur aussi, puisque j'ai fait l'émission d'Olympien. Et moi, c'est vrai que, parce que j'ai vu sur Twitter ce matin qui suggérait ce que moi je disais déjà dans Olympien lundi copieur. Soir. Oui, Marius, copieur, j'étais à l'œil. C'est de peut-être faire rentrer Alvaro, comme disait Jean-Charles, et essayer de faire monter d'un cran Camara devant la défense, de façon à faire remonter d'un cran Gustavo et avoir le Lopez. Effectivement, si Lopez est dispo, je préfère que Lopez rentre à maintenir un Sanson ou un Strootman. Voilà. Moi, je tenterais ça.
Benedetto, non, pas d'entrée. Benedetto, ça dépend de son état de forme. Mais donc on repart sur un 4-3-3 du coup. Apparemment, Villas-Boas, de toute façon, il ne veut pas le modifier pour l'instant. Il n'a pas encore fait l'analyse de dire je vais changer mon système. Par contre, si j'ai bien compris, il va le laisser. Ouais, c'est un peu ce qui transparaît de sa conf hier, c'est vrai. Ouais, mais par contre, peut-être que je miserais sur un 4-4-2. Pourquoi? Parce que déjà d'avoir encaissé 2 buts ici au Vélodrome, se sécuriser sur une défense à 4 et peut-être un milieu pour renforcer avec un Payet devant bien sûr et jouer avec une ligne récupératrice juste devant la défense pour assurer aussi sur les côtés et dans l'axe. Alors laisser juste devant Benedetto et après il choisira son joueur, peut-être Payet aux côtés de Benedetto qui tournerait. Peut-être ça reste une possibilité pour essayer de se sécuriser. Après, le schéma, comme on dit toujours, et qu'on le répète, c'est les joueurs qui le font. Bon, il y a 4 postes en fait dont on n'a pas parlé. C'est les 2 latéraux d'abord. On repart Sakayamavi, on est d'accord? Oui. Et je pense que oui, pour l'instant oui. Et les 2 hommes de côté, parce que 4-4-2 ou 4-3-3, 4-2-3-1, il y aura 2 hommes de côté. Donc on part qui? Radonjic, Ludo. Moi je suis pas fan, hein, mais bon. Après, là pour le moment on n'a que lui. Après, ça peut être bon aussi. Peut-être qu'il peut enfin cette année un petit peu éclore. Il a de la volonté, on ne peut pas lui enlever ça. Oui, il a l'air d'avoir de la qualité technique, mais manquer de. Mais c'est la finition qui ne va pas. Il manque de confiance. Ouais. C'est un garçon très inhibé. Moi, je fais partie de ceux qui croient en lui. J'avais écrit d'ailleurs un truc, je m'étais mouillé, je crois en Radonjic, je le ressortirai aux premières performances, je le garde au c'est ce qu'il faut faire, c'est ça, être opportuniste. Voilà. Mais non, moi je crois que ce garçon, il a des capacités à mettre le bordel dans n'importe quelle défense, mais il faut l'appuyer, il faut croire en lui, et puis il faut le suivre, parce qu'il ne va pas toujours passer, il va parfois perdre le ballon, mais il va peut-être perdre le ballon des fois au 2e ou au 3e adversaire, mais il aura avancé, et s'il est un peu suivi derrière par des partenaires qui l'accompagnent, ça peut mettre le bordel. Il peut faire exploser des défenses. C'est un joueur qui peut faire le bordel. Mais par contre, il faut lui donner du bordel. Voilà, dans les 25 derniers mètres, tu vas pas lui demander à lui de travailler à 40 mètres. Lui, il faut qu'il arrive lancé dans les 25 derniers mètres avec sa vélocité, avec sa qualité technique. Mais par contre, il faut l'encourager, il faut le sécuriser, il faut lui dire si tu as du déchet, c'est pas grave. C'est sûr, si tu le sanctionnes de suite, c'est vrai que le petit va perdre sa confiance. Parce que moi, quand il a le ballon et que ça va pas, quand il a le ballon, il va pas, et bon, il perd du temps et c'est fini. Il a cette force de tenter les choses, d'essayer de faire plus offensivement. C'est vrai qu'il y aura du déchet, mais à un moment donné, il va se sécuriser si on lui fait confiance. Et est-ce qu'il n'est pas meilleur à gauche aussi qu'à droite? Parce qu'on l'a vu à droite. Possible aussi. Quand il rentre avec son pied droit, il y va plus franchement qu'avec le pied gauche. Ludo, je vois que tu n'es pas convaincu. Non, mais après, on aime, on n'aime pas. Je veux dire, bon, moi je ne suis pas spécialement fan du joueur, mais après il faut reconnaître quand même que même dans les matchs amicaux, moi, je trouve qu'il a pas mal évolué. Voilà. Il a quand même un peu plus de percussion, il cherche un peu plus... on voit qu'il est un peu plus généreux dans l'effort. Après, c'est sûr que la finition n'est pas tout le temps au rendez-vous. Mais moi, je sais que contre Naples, bon, je sais qu'il a eu 2, je crois. Il avait été très mal noté. Mais j'ai trouvé quand même qu'il mettait de la volonté, il essayait. Et ça, cette année, même contre Reims, quoi. Il essaye. Même contre Reims. C'est ça qui me plaît cette année, par contre, en lui. C'est qu'on sent qu'il est un peu plus volontaire. Bon, Radonjic, donc, il part titulaire. Pas obligatoirement, parce que c'est vrai que ce que disait Thierry est peut-être vrai aussi, parce que dans la compo, un 4-4-2 en losange, avec Camara devant la défense, Gustavo à gauche, Lopez à droite et Payet dans l'axe, et devant Benedetto et après le joueur qui voudra mettre à côté, je pense que ça peut faire une belle équipe. Mais je sais pas je pense que c'est pas trop mal. Je pense pas que Villas-Boas, il va sacrifier les côtés un petit peu. Parce que si tu fais ça, tu sacrifies un peu les côtés. Et je pense qu'il a très envie de passer. Après, si Gourcuff joue en 4-4-2, il peut mettre un 4-4-2 en face. Ouais, un 4-4. Si c'est un truc où tu copies Gourcuff, donc Gourcuff, il passe aussi beaucoup par les côtés avec des paires sur les côtés qui doivent être complémentaires. Bon. En plus, avec, on va dire, s'il met Alvaro Caletacha, on a 2 joueurs rapides qui, s'ils sont pris dans le dos, peuvent réagir. Et à mon avis, plus rapide et plus véloce que Camara. Donc voilà, c'est peut-être tout à fait. Après, moi je pense que tout va se jouer par rapport à qui va choisir en attaque. Parce que là, Germain a fait une déclaration que même lui, il a dit que pour lui, il se sentait très bien en 4-4-2 et qu'être seul en pointe, ça ne lui convenait pas. Peut-être que tout va se jouer là. Soit s'il met Benedetto, on restera peut-être en 4-3-3. Mais je pense que si maintenant il met Germain, ce serait plus prudent de passer en 4-4-2. Non, mais tu lui mets qui à côté si Benedetto n'est pas prêt? Ça oui.
Ça, après, ça, c'est la grande question. On a beaucoup parlé de ce petit Yadji, là. Moi, j'ai vu le premier match contre Reims. Et un joueur, je ne me rappelle plus de son nom, il avait 17 ans. Il est rentré et il nous a mis le feu. Ah, Chabrol. Non, du côté de Reims. Ah, du côté de Reims. Je ne me rappelle plus exactement de son nom. Mais. Dia. Il a plus que 17 ans, par contre. 17 ans et demi. 18 ans. Allez, vendu. Non, mais pourquoi nous, on a toujours peur de mettre un joueur à l'Olympique de Marseille? Parce qu'on va te dire, c'est l'OM, c'est plus difficile, tu peux le cramer, on va te ressortir l'exemple Alors, il ne faut pas en faire une statue, comme on est en train d'en faire une, là. Le petit Liadji, il faut le faire signer à tout prix, il y a tous les grands clubs du monde qui le veulent, c'est un très très bon joueur. Et quand il faut le faire jouer, moi j'ai toujours dit que, je me rappelle de Nasri, quand tu es bon, peu importe l'âge, tu joues. Et mais c'est ce qu'a dit Villas-Boas. Villas-Boas a dit ça, moi je m'en fous si le jeune il est meilleur que le joueur confirmé. Eh bien alors, la Calmat c'est le meilleur. Ouais, mais peut-être tant qu'il n'a pas signé pro, il ne veut pas se retrouver avec un Flamini, tu sais. Regarde Flamini, il n'avait pas encore signé. José l'avait mis et ça a marché, et puis boum, il est parti, quoi. Je crois qu'il y a un faire signer de suite. Là, on chipote pour le cas de Camara, pardon, on déborde un petit peu. Sur le cas de Camara, on dit, ouais, Camara n'a pas re-signé. Les gars, mais vous donnez des salaires de 500 000, 600 000, il y a Camara, peut-être que vous ne voulez pas donner une augmentation de 30 ou 40 000 euros. Mais ça marche à la mer. D'autres auteurs. 50 000 euros. Après, c'est surtout que le fait est que c'est ton jeune joueur avec peut-être la plus grosse valeur sur le marché des transferts. Il va partir pour zéro, donc peut-être qu'en effet. Il va partir peut-être pour zéro. Là aussi, Villas-Boas s'est exprimé hier en conférence de presse parce que lui répond aux questions. Je vous avoue que ça nous fait tout drôle. Hein. Waouh! Et il a expliqué que c'était en bonne voie, que Camara et Liadji lui avaient expliqué qu'il voulait rester et que voilà, quoi, ça devait se faire. Après, peut-être aussi que ça explique les performances en dents de scie de Camara, en fait. Le fait qu'il soit en négociation salariale, peut-être qu'il a des échos à lui, gauche, à son âge, il n'a pas le droit, par contre. Hein. Ouais. Je peux répondre à une question. Steve, que j'adore, Steve Mandanda, que j'adore. Je pense que c'est un grand professionnel. La saison passée, il est peut-être passé au travers. Mais je pense que cette année, il fera une grande saison. On lui propose une année supplémentaire. À 35 ans. Mais c'était déjà, en fait, c'était un truc automatique qui s'est fait apparemment. Donc ça ne se fait pas chez les jeunes. Quand on sait qu'ils sont demandés par les meilleurs clubs du monde, ça ne se fait pas chez les jeunes Marseillais. Les jeunes poussent. Il faut mais ça c'est les négociations, c'est-à-dire que tu vois quand au niveau de la tête du club, les négociations sont c'est l'horreur. Là, en effet, on peut le dire que les négociations pour tous les contrats de jeunes sont très longues, se passent de manière très moyenne. Et après, on peut aussi voir l'autre côté, c'est-à-dire que de l'autre côté, tu as des agents. Tu peux te dire, si tu es un bon négociateur, les agents, les entourages des familles, c'est toi qui leur imposes des règles. Apparemment, là, c'est plus difficile, tu leur imposes rien du tout. Les observateurs qui voient que les joueurs sont bons. Ouais, non mais là tu leur imposes rien du tout. Mais après, généralement, si tu es un joueur qui a 32 ans, bah, toi tu vas dire, moi je vais m'engager sur un contrat long. Tu vas dire, ok, mais moi 3 plus 1, voire 4 plus 1, genre comme Payet qui est revenu à 29 ans, il est 5 plus 6, mais si tu es jeune, tu te dis, fais-moi signer 3 ans parce que dans 3 ans, je peux partir. C'est peut-être aussi des choses que l'autre côté de la table des négociations a imposé à Jacques-Henri Hérault. Ça n'enlève en rien la critique du fait que Jacques-Henri Hérault se soit laissé imposer ça au moment des négociations. Parce qu'en effet, nos jeunes, ils signent pour 3 ans. Camara, il était annoncé depuis super longtemps de le faire signer pour une si courte durée. Je pense que c'est un peu une erreur. Ça ne peut pas se revoir de le prolonger, j'espère en tout cas. D'autant plus qu'en début de saison, ils ont dit on mettra plus en avant les jeunes. Quoi. Ouais. Apparemment, c'est l'inverse qui se produit. Ça, c'est chaque année. Hein. On dit chaque année, on dit ça depuis qu'Aéro, les jeunes, le projet. Moi, je peux comprendre Villas-Boas, première journée au Vélodrome. Je mets les jeunes, je mets pas les jeunes, c'est à double tranchant. Hein. C'est sûr. Non, mais ça, à un moment donné, quand tu as des joueurs d'expérience qui ne fonctionnent pas, ce qu'on a pu voir la première journée, si tu as des jeunes derrière qui poussent, et qui te talonnent comme ça, qui sont bons aux entraînements, à un moment donné, tu leur donnes ta chance. Ça peut fonctionner. Mais surtout que les mecs, les pros, les soi-disant les revanchards, ils étaient comme ça. Cette année, cette année, c'est la revanche et tout. Allez, on clôture cet avant-match, ou presque, puisqu'on va passer à la séquence Paris. Alors les paris avec notre partenaire Unibet, le premier, le pari sécure. Alors attention, c'est moi qui les ai sélectionnés, donc la semaine dernière j'ai eu un super score de 4 mauvais sur 5, donc je vous préviens, je suis bon au niveau des paris.
Mais Ne m'écoutez pas. Non, celui-là, je le sens bien. L'an dernier, quand on a commencé à faire les paris, je l'imposais toujours à Ben et il passait souvent parce qu'on avait une défense en bois mais qu'on marquait quand même des buts. Donc, mon pari sécure, c'est Nantes-OM. Les deux équipes marquent. La cote est à 1,70. Est-ce que ça va passer, Jean-Charles? Je pense qu'il y aura des buts, oui, parce qu'il y aura des équipes. Est-ce qu'il y aura des buts des deux côtés? Oui. Pourquoi? Parce que Nantes a perdu la première journée, que l'OM aussi. Donc, systématiquement, ces deux équipes ont besoin de marquer des buts pour remporter la rencontre. Donc, je vois bien marquer les deux équipes. Allez, le pari sécure, il passe selon Jean-Charles de Bonneau. Vous avez l'assurance Jean-Charles de Bonneau, ça passe. C'est mieux que l'assurance Mourad, croyez-moi. Le pari fou maintenant, alors celui-là, il est un peu compliqué. C'est toi qui vas devoir dire s'il passe ou s'il passe pas, Ludo. C'est Nantes mène à la mi-temps et l'OM s'impose en fin de match. La cote est à 26. Donc là, si Nantes mène à la mi-temps et que l'OM s'impose en fin de match et que vous avez mis 10 € là-dessus, faites un carton. Il passe ou il passe pas? Bah, je vais dire oui. Bon, après, moi, je suis pas expert en Paris, donc oui. C'est sympa avec moi. Non, mais c'est vrai, moi, je suis pas expert en Paris. Après, oui, bien sûr, moi, c'est le scénario que je souhaite. Voilà, peut-être que tu souhaites pas non plus que Nantes mène à la mi-temps. Non. C'est un truc, c'est vrai que moi, tu je peux souhaite surtout mettre qu'on 10 gagne. € là-dessus. Ouais, Ça, c'est parce que ça peut arriver. Cote à 10, à 26. Quand tu regardes le premier match, tu n'es pas trop rassuré là-dessus quand même. Hein. Non mais t'es pas trop rassuré par la défense, justement Nantes va marquer, va mener, et puis après à la mi-temps, hop, discours de Villas-Boas qui remotive tout le monde et tu gagnes 2-1. Surtout les cerveleux qui se remettent en Quand tu as place et qui 26, tu fonctionnent. mets 10, tu prends 260, c'est bien. C'est mieux, voilà. Et le combiné maintenant, alors attention Thierry, Lyon-Angers, les victoires de Lyon à 1,40, on valide. Ah, le Attention. pendule. Le légendaire. Alors, suspense. Ouais, moi, je vois le nul, moi. Ah, le nul. Oula. Malheureusement, nous, on vous a mis la victoire. Ensuite, Amiens-Lille. On a mis Lille à 2,33. Le pendule, Thierry. Suspense. Ouais, celui-là, il peut se faire. Ouais. C'est insoutenable le suspense. Celui-là, il peut se faire. Vous avez la garantie pendule. Et enfin, Metz-Monaco. Là, c'est un peu le risque. Nul à 3,10. Suspense. Non, il n'y aura pas de nul. Ah, il n'y aura pas de nul. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Mais le pendule dit l'inverse. Donc, la cote boostée est à 10,11 pour ce combiné. Donc, t'imagines, je fais plein pot là. Eh ouais, je fais une fortune, ils vont tous m'appeler. Non, mais on t'appeler, surtout, on t'achète le pendule. Après, tu Surtout fais, ça. tu crées ton site où tu donnes tes trucs paris. Comment s'appelait le poulpe là Paul le poulpe. Ah, moi, Ben ça, c'est pire. Le mage. Ouais, non, Le mage de Marseille. Et Thierry le pendule, le match de Marseille. Voilà, c'est pas mal. On va s'arrêter là sur les paris. On espère un meilleur ratio que la semaine dernière. Ce sera pas dur. 1 sur 5, on rappelle. On rappelle les 3 paris. Alors, le pari sécure Nantes-OM, but pour les deux équipes. La cote est à 1,70. Le pari fou, Nantes mène à la mi-temps. L'OM s'impose en fin de match, cote à 26. Et le combiné, Ça, c'est mon pari. victoire de Lyon, victoire de Lille et nul entre Metz et Monaco. C'est tout pour les paris. On passe à la suite. I'm setting the rules, I'm ripping the crews, I'm ripping the tools and turning the tables, no I never lose, don't get it confused. Allez, la dernière partie de cette émission où on va parler de la dépression des joueurs. C'est dur d'être joueur à l'OM. C'est Florent Germain, le journaliste de RMC Sport, qui en a parlé dans l'after il y a 2 jours. Donc on va écouter l'extrait, c'est tout de suite. Alors ils ne le disent pas très franchement, mais pour avoir un peu bossé et passé des coups de fil, voilà, discuté pas mal ces 2-3 derniers jours, on me raconte effectivement qu'on a des joueurs qui sont encore marqué par la saison passée et qui le mot qui est le plus revenu, c'est un peu préoccupé, les têtes et les jambes encore un peu lourdes. Il y a un sentiment, Daniel il parlait de morosité ambiante, bah c'est ça en fait. Il y a une démotivation générale, ce qui est aussi beaucoup revenu chez certains joueurs ou proches que j'ai pu avoir. Ils ont été assez marqués par l'incertitude qui régnait cet été. Mais où va l'OM ? Donc voilà messieurs. Et où va l'OM et où vont ces joueurs? Donc, qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu ces infos de Florent Germain? Moi, en écoutant le message, je me dis, bon, ça pose quand même, son témoignage repose sur sa propre interprétation de choses dont il commence par dire, ils ne le disent pas vraiment franchement. Donc, il y a sûrement quelque chose. Ça, c'est indéniable quand on voit l'état d'esprit dans lequel ils ont abordé la rencontre, comment ils n'ont pas réagi et comment ils l'ont terminé, c'est clair qu'il y a un problème. Moi, je
pense plus vers effectivement ce qu'il dit en dernier, à savoir le fait que les joueurs ont fait une préparation en sachant qu'ils étaient tous à vendre et qu'ils ne connaissaient pas vraiment quel serait leur destin au moment de la clôture du mercato. Ça, je peux reconnaître, même si c'est des professionnels, on en discutait tout à l'heure juste avant avec Jean-Charles, et que bon, c'est des gens qui ont des contrats, etc., et qui doivent s'exécuter. Pour moi, il y a travailler et travailler. Voilà, quand on est bien au boulot, qu'on est bien dans ses baskets, qu'on sait où on va, on donne beaucoup plus facilement, on est plus libéré dans la tête, et dans le sport, et particulièrement le football, ça se joue beaucoup à la tête. Si on a des incertitudes, qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, où on va, comment, il y a quand même des familles derrière, il y a quand même plein de choses. Ça perturbe. Voilà. Jean-Charles? Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup il doit y avoir encore d'autres soucis en interne, c'est certain. Quand on entend parler des joueurs en conférence de presse, on se dit il y a quand même quelque chose qui se trame une nouvelle fois cette année. Pas tout a été éliminé de la saison passée, il y a encore des sous-entendus, je vais rester, je vais partir. Mais bon, tu te prépares à tout ça aussi. Est-ce qu'à un moment donné, si on te dit que tu vas partir, est-ce que ça ne serait pas mieux d'être performant pendant les rencontres de championnat pour partir plus facilement? Ah, mais il n'y en a aucun qui veut partir. Il y en a aucun qui veut partir aussi, c'est pour ça ils n'ont pas intérêt à... Après, c'est pas qu'ils ne veulent pas partir, c'est qu'ils ont des salaires très élevés. Oui, et que personne ne veut les prendre. Donc ils ne veulent pas partir. Voilà, ils sont là, bien au chaud. Et je les comprends. Donc il y a une différence entre vouloir performer pour chercher un nouveau contrat et te dire je vais pouvoir être... Il y a une possibilité que je sois vendu contre mon gré. Donc tu vois, dans la tête, c'est différent aussi. C'est différent. Je donne tout, j'impressionne les gens, ou alors... est-ce que je serai encore là la semaine prochaine? J'ai pas envie de m'en aller. Tu sais, quand tu es professionnel dans tous les métiers du monde, c'est toujours de faire mieux que ce que tu as fait auparavant. C'est-à-dire que si tu veux être augmenté, que ce soit dans le monde du football ou dans la vie civile, tu essaies toujours de faire mieux, d'être performant, d'être bien meilleur que voilà, genre faire des émissions le 15 août. Voilà, par exemple, tu vois, t'es là, tu travailles, un ben. Non mais voilà, après on te dit on n'a pas de résultat parce que je ne sais pas si je vais devoir rester ou pas. Mais à un moment donné, tu fais partie d'un club, tu es payé par un club. Tu dois travailler pour ce club, tu dois donner le meilleur. Alors donne le meilleur. Et puis si tu dois partir, tu partiras. Ou alors tu as un accord avec tes dirigeants en disant, ben voilà, je termine fin septembre, il faut que je m'en aille. Ouais, mais en fait, le gros contraste, c'est qu'on a entendu parler d'une équipe revancharde. On a eu Valère Germain notamment qui a dit oui, on est tous un peu revanchards en interview pour l'équipe. On a entendu ça 2-3 fois de la bouche de joueurs, on a envie de faire mieux, etc. Il a dit. Voilà, donc on est... real quick from équipe revancharde, on n'a pas le moral, on est préoccupé. Est-ce que ça, c'est pas gênant en fait? Tu perds un match, allez hop, c'est bon, c'est tout ce que tu disais pendant 2 mois auparavant, ça a été balayé d'un coup de balayette magique, quoi. Après, on sent qu'il y a une fracture quand même dans cette équipe. On la sent et c'est pas depuis la saison dernière. Je pense que lorsqu'on est arrivé en finale de l'Europa League, il y a beaucoup de joueurs qui sont vus trop beaux, trop grands, trop forts et les égos ont été surdimensionnés. Moi, c'est mon avis. Après, je vois pas comment cette équipe-là peut se réveiller. Alors, c'est bien beau de dire ouais, on est revanchard, oui, on va faire ci, mais quand vous allez le faire? Parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Voilà. Il y a des joueurs qu'on n'entend jamais parler et qui sont présents sur le terrain, notamment comme Sakai, comme l'était Ocampos. Voilà. D'accord, peut-être qu'ils ne sont pas décisifs ou quoi, mais en attendant, ils ne disent rien, ils jouent, ils bossent. Et puis on a des paillettes qui là, un coup la malle là, un coup la malle là, on ne sait pas ce qui se passe. À un moment donné, qu'ils nous le disent, s'ils veulent qu'on vienne au stade avec un bouquet de fleurs pour les conforter, bien viendra, peut-être que ça leur fera du bien, voilà. Si c'est ça qu'il faut, parce que bon, après alors, c'est bien beau. Est-ce que tu vas leur donner de l'amour, toi? Moi, je suis prêt à leur donner tout l'amour qu'ils veulent, mais c'est l'amour, ça se fait à deux, quoi. Voilà, mais ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, encore pas aujourd'hui, je veux dire, c'est quelle est la nature profonde de l'équipe. Est-ce qu'ils sont capables de refaire ce qu'ils ont montré contre Naples? Parce qu'il y a eu quand même des choses intéressantes dans le pressing, dans certaines séquences de jeu. C'était assez poussif dans les 25 derniers mètres, ça c'est récurrent, mais quand même il y avait une animation que là on n'a pas vu du tout contre Reims. Donc quelle est la vraie équipe, voilà, où ils en sont vraiment? Est-ce qu'ils sont capables de répéter ce qu'on a vu contre Naples, ou est-ce qu'ils vont s'enfoncer dans le néant qu'on a vu contre Reims? C'est ça, est-ce qu'ils sont capables de réagir
Pour moi, toute la question, elle est là, sur Nantes. Hein. Je vais regarder le match que sous cet angle, quoi. Voilà, que sur l'angle moral, limite même pas. Ouais. Si tu vas pas regarder vraiment la qualité de jeu, tu vas regarder si on passe devant l'attaquant adverse, on s'arrache pour sauver un corner, ce genre de choses. Quoi, Voilà, parce que si vraiment on voit pas ça, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros problème à la tête, quoi. Hein, ça veut dire qu'il y a l'impulsion, mais c'est le même problème que l'année dernière. Elle n'est pas donnée à la tête du club par le président. C'est lui, quand même. Il a un rôle à jouer. On l'entend pas, on le voit pas, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il leur dit, on ne sait même pas s'il leur parle. Et je suis pas sûr qu'il envoie que des bons signaux, parce qu'un peu plus loin, Florent Germain parlait aussi du fait que le licenciement d'Adil Rami, les mecs se sont dit c'est comme ça aussi maintenant. Donc t'as beaucoup de trucs qui font que tu te sens peut-être pas vraiment. Si tu penses à ça, ça devient dramatique parce que je pense qu'à un moment donné, tu es footballeur, c'est ton métier, c'est ton sport que tu adores, que tu prends du plaisir à faire. Si tu penses déjà à ce qui peut se passer, si tes dirigeants te trouvent une faute professionnelle, ça va devenir dramatique. Ça veut dire que tu vas être en équilibre, tu es funambule en fait. Tu es là, je tombe pas, tu vois, et ça devient compliqué. Maintenant, moi, ce qui me rassure, c'est que, on en parlait avec Thierry, c'est que je pense que l'OM sera bien meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Parce qu'il y a quand même une fracture et une fragilité de jouer devant son public. Alors on dit toujours que c'est une force de jouer au Vélodrome, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu une faiblesse. En fait, c'est une force quand tu as su mettre le public derrière toi, et là, une faiblesse quand tu as du mal à le faire. Que tu l'as plus ton public, parce que tu n'es pas performant, parce que tu fais pas du beau jeu, et que je comprends le public. Parce qu'à un moment donné, eux, ils paient pour avoir de belles rencontres, pour avoir des résultats, mais à l'extérieur, il n'y a pas grand monde, donc ils jouent plus libérés. Et puis surtout, les adversaires, quand ils sont chez eux, ils ont plus tendance à vouloir sortir et à vouloir faire du jeu, et ça donne plus de liberté à l'Olympique de Marseille quand ils vont jouer sur l'extérieur. Moi, je pense que c'est mon avis. Donc toi, t'as ce petit grain d'optimisme de l'extérieur qui me fait dire que l'OM sera plus performant qu'à domicile en ce début de championnat. D'ailleurs, la saison dernière, je crois qu'ils avaient obtenu plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Il faudrait vérifier, mais je crois que ça a été le cas. C'est une possibilité parce qu'on a été très nul à domicile, mais on a été aussi assez nul à l'extérieur, hein, donc c'est pas dit. On a été nul un peu partout. Et l'an dernier, on avait perdu ce match à Nantes 3-2, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec notamment comment ? Il y avait un but de Salah. Voilà, même un doublé, il me semble, non ? Un but de la tête, c'est certain. Un beau but de la tête, Donc, l'année d'avant aussi, on avait perdu. Non, l'année d'avant, on gagne 1-0 sur un but d'Ocampos à l'arrache où il tacle un but à la Ocampos. Gomis s'est blessé, je crois même. Et c'est l'année d'avant encore, ça. Ah non, ça en effet, on perd au 3-1 ou 3-2 avec Gomis qui se blesse là-bas. Donc, c'est pas un terrain facile. Mais est-ce que ça peut. Sous Bielsa, on s'était fait rentrer dedans aussi. Sous Bielsa, c'était avec Der Zakarian. On perd 2-0 avec. Non, 1-0 avec une glissade de Fanny. Ça n'a jamais été facile. Nantes. Ça n'a jamais été facile. Il ne faut pas dire non plus que Nantes c'est une grosse équipe actuellement. Hein. Non, même s'ils ont perdu juste 2-1 du côté de Lille, c'est pas non plus, ils n'ont pas des joueurs ronflants. Et puis qui on connaît de Nantes. Le système de Gourcuff est difficile à soutenir sur le plan foncier. C'était connu qu'il faisait des préparations foncières de folie. Et là, il l'a pas fait. Et là, il l'a pas fait, quoi. Même s'il était du côté de Lille, au côté de Colo dans la tribune. Oui, mais attention, par contre, il faut dire ce qui est, que les joueurs, que ce soit Nantes ou d'autres, même qui sont pas bons, devant Lyon, Paris ou quoi, contre l'OM, sache que c'est pareil, quoi. C'est méconnaissable. Donc attention à Nantes à ce niveau-là. Mais ça, on est prévenu. Quand tu signes à l'Olympique de Marseille, c'est la première chose que tu dois savoir. C'est que tu as un gros salaire, c'est qu'il y a un public, c'est qu'il y a des sifflets, et c'est que tu es attendu de partout. L'Olympique de Marseille, moi, on me l'a toujours dit quand j'ai signé à l'OM, de partout où tu vas te déplacer, de partout où tu iras, les stades seront pleins, à craquer, et tout le monde t'attendra. Donc à un moment donné, tu te prépares. C'est déjà le cas en jeune. Mais bien sûr, mais Thierry, tu le sais, on a joué jeune, quand tu allais dans les quartiers, le maillot blanc de l'OM, c'est fini, on va le tuer, on va faire ci, on va faire là. Et le plus drôle, c'est que les équipes, la plupart du temps, ils perdent avant de jouer l'OM. Ils gagnent contre l'OM, ils perdent mais c'est ça qui est un... Mais tu es prévenu, donc tu dois t'adapter à ça. Mais ces joueurs marqués donc, par la mauvaise saison, donc on revient aussi beaucoup à ça pose aussi des questions sur leur profil psychologique, parce qu'on a entendu encore Jacques-Henri Hérault, lorsqu'il présente Dario Benedetto, il dit oui, on fait attention au fait que les joueurs que l'on recrute puissent résister à la pression. Après, est-ce que, sans vouloir être méchant avec eux, Morgan Sanson, Dimitri Payet,
même Douillet Tchaletatsar, que j'aime beaucoup, hein, mais est-ce que ce sont des joueurs qui ont vraiment ce côté je résiste à la pression? Parce que, qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Moi, je pense que de toute façon, Gustavo peut jouer son rôle, mais il est quand même plutôt. C'est pas le gros aboyeur. Et puis lui, il en a marre, Gustavo. Voilà, c'est pas. Comme faisait ça dans un exemple. Oui, mais alors j'allais te citer toi parce que je t'ai vu jouer. Ouais, tu étais un aboyeur quand même. Oui, quand même. Recrute. Annonce Jean-Charles Demono. Jean-Charles était aboyeur, Marcel Dib était aboyeur, Bernard Pardo était voilà, Heinze, voilà, des aboyeurs, des gens qui à un moment donné qui tiennent la baraque, quoi, gens autour desquels l'équipe va s'agréger, va se recaler sur un regard, sur un truc où on sait que voilà, Sana faisait ça, et ça dans l'équipe là on l'a pas. Par contre, au niveau des dirigeants, hein, parce que notre président, il peut se faire insulter, il peut se faire critiquer, mais il est toujours là. Ouais. Il est toujours bien présent. Après, par contre, il supporte, à la différence des joueurs. Je sais pas s'il fédère beaucoup les joueurs. Non, mais par contre, lui, il le supporte. Oui, il est toujours au stade nickel, sans problème. Alors j'aimerais que moi, les joueurs prennent au moins exemple là-dessus. Parce que non, mais c'est vrai. C'est vrai. Sur le fait de résister aux insultes. Oui, ma foi. Est-ce que les joueurs aussi, il y aurait peut-être aussi un mal plus profond, est-ce que les joueurs n'auraient pas marre aussi de ce président? Et est-ce que les joueurs n'en ont pas marre de l'Olympique de Marseille? Vraiment, est-ce que moi je me pose vraiment cette question. Clairement, on l'a dit, pour moi ils savent pas pour qui ils jouent. Ouais. Ils savent pas pour qui ils jouent. Mais il n'y a pas d'identité. C'est-à-dire Thierry, il n'y a plus d'identité dans ce Macourt, tu le vois pas. Le représentant, c'est Hérault. Hérault m'a l'air complètement absent. Je vois pas, j'arrive pas à imaginer des rapports de complicité, de fraternité, de paternité. C'est un management, on sait pas où il est le mec. Mais attends, attends, si je peux, parce que ça, donc toi tu aimerais par exemple qu'il y ait un président fort, mais est-ce que ça c'est pas très français aussi, parce que le football français s'est développé autour de présidents forts, mais à l'étranger on va te dire personne connaissait le président d'Arsenal. Oui, mais il y a... Oui, mais tu as un suppléant. T'as eu longtemps Wenger qui avait quand même un rapport assez fort. Non seulement il intervenait sur les achats, c'était vraiment un manager, plus l'entraîneur et le. T'avais un manager fort, quoi. Ouais, en fait, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un que Guéret, Deschamps, Bielsa, ces mecs-là, ils étaient là. Tu sais que tu joues pour eux, c'est ça un peu. C'est ça. Non, mais surtout quand ils te convoquent, et on va parler de Guéret, c'est l'exemple. Quand Guéret t'appelait et qu'il te parlait et qu'il te regardait dans les yeux, tu te disais, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il va m'envoyer promener, il va pas me faire jouer, il va me reprocher telle et telle chose. Entre guillemets, tu avais peur d'aller le voir. Oui, moi, je me rappelle quand j'étais à Bordeaux, le pauvre Claude Besse, rappelez-vous, le président de Bordeaux, il venait rarement, il était au stade. Il parlait rarement, mais par contre, quand il nous convoquait, on était tous comme ça. Il n'y avait que des internationaux et des mecs qui avaient fait deux demi-finales de Coupe du Monde. Mais quand il rentrait, on entendait les bouches voler. Aujourd'hui, il rentre Hérault, avec qui il va discuter? D'abord, il ne comprend pas ballon, d'après ce que j'entends dire et que je vois. Et il ne tape jamais sur la table. À un moment donné, tu convoques tes joueurs. Moi, Pape Diouf m'a expliqué une chose, 2 secondes, et un joueur, à un moment donné, qui a fait une super saison, il est allé le voir dans son bureau. Il dit, mais président, je peux voir? Il a dit, oui, il n'y a pas de problème, ma porte est ouverte. Il dit, voilà, vous avez vu la saison que je viens de faire. Je sais de qui tu parles. Voilà, je voudrais une augmentation. Il a dit, mais par contre, tu ne viens pas me voir quand tu es mauvais pour me dire, pour te baisser le salaire. Il a dit, mais tu as signé ton contrat est comme ça, tu ne bougeras pas de tes conditions. C'est ça, il lui a dit, tu as fait une très très bonne saison. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait un contrat comme ça. Mais c'est tout, tu as fait que ton boulot. Un certain Benoît C. Mais en fait, parce que moi je suis pas vraiment pour, je pense que si on a pu ces grands présidents, etc., ça rentre aussi dans l'évolution du football. Mais par contre, là, en fait, en t'écoutant, Thierry, je me dis, en fait, c'est aussi, je suis défenseur de Villas-Boas, mais c'est aussi ça, peut-être que Villas-Boas dégage pas ce truc, parce qu'on fait beaucoup la comparaison avec Bielsa, parce que Bielsa était un entraîneur étranger qui vient avec des principes de jeu, tout ça. Et en fait, est-ce que Villas-Boas dégage cette autorité naturelle à même de faire que tu te dis, je suis à fond, je suis à 100%. En fait, c'est ça. Je pense que Villas-Boas, je le vois plutôt comme c'est un modèle d'entraîneur un peu intermédiaire entre Bielsa et un autre plus traditionnel, quoi. Mitchell. Ouais, enfin. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un, je pense qu'il a du lien avec les joueurs. Non, mais oui, mais. Je pense qu'il a du lien avec les joueurs. Je pense que les joueurs l'aiment bien, etc. Bon, après, il a un système, il n'a pas forcément les joueurs. Thierry, il faut savoir une chose, que les joueurs ne sont pas obligés d'aimer son entraîneur. Oui, aussi. Bien sûr. Aussi, mais c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas se lever le cul
pour son entraîneur. À l'époque de Deschamps. Moi, j'ai connu ça. Moi. À l'époque de Deschamps, il y avait beaucoup de joueurs qui n'aimaient pas, pourtant ils ont été champions de France. Moi, à Bordeaux, on a été champion de France avec 4-5 joueurs qui ne se parlaient pas dans la même équipe. Oui, mais même s'ils n'aiment pas leur entraîneur systématiquement, oui, en fait là ce qu'on va voir aussi très rapidement, je pense, parce que je m'étais pas fait la réflexion, mais je pense que c'est intéressant, ce qu'on va voir rapidement, c'est est-ce que Villas-Boas est capable aussi de fédérer ces personnes. Alors là, quand on lui a posé ces questions-là, est-ce qu'il a les armes en main? Voilà, c'est ça. Villas-Boas, ce qu'il exprime en ce moment, c'est plutôt de dire bon, on devrait renforcer l'équipe, mais on n'a pas l'argent. Je pense que les joueurs ils voient Villas-Boas comme quelqu'un qui est quand même emmerdé, quoi. Voilà, qui est venu. Mais il n'a plus le même discours. Hein, c'est pas une forme de protection, ça. Est-ce que c'est pas une forme de protection en se disant si j'ai pas de résultat, j'ai pas d'argent. Donc je vous avais prévenu. Oui, il a raison, en plus. Oui, non, mais voilà, donc il peut se protéger aussi comme ça. Alors moi je tire pas dessus, mais tu peux le prendre son discours, tu peux le prendre aussi comme ça en se disant écoutez, moi les dirigeants m'ont pris, mais on n'a pas d'argent. Je vais essayer de faire avec la même équipe que la saison passée. Si on n'y arrive pas, je vous avais prévenu. Ouais, mais en même temps, quand il a signé à l'OM, je pense qu'on a prévenu quand même. Et en plus, il a protégé les joueurs, là. Ça, à mon avis, quand il va partir de l'OM, on aura le fin mot de l'histoire, parce que là, il va pas griller ses dirigeants en disant bon, on m'avait quand même dit qu'on allait recruter un peu plus, etc. Ça, il faut être un Argentin qui s'assoit sur des glacières pour le faire en conférence de presse. Donc lui, il parle beaucoup, ses conférences sont géniales, etc. Et puis je pense que c'est peut-être bien aussi qu'il mette pas le feu. Mais à mon avis, quand il va partir de l'OM, on aura un peu plus de détails sur est-ce qu'on lui avait promis autre chose. Mais dans tous les cas, oui, en fait, ce qu'on va voir aussi, c'est... Ce que j'aime bien, c'est qu'il est ouvert. Ouais, ça c'est clair. Il protège les joueurs, regarde, il a dit absolument, c'est ma faute. Mais est-ce que ça va durer? Ça va durer après. Comme quoi tu peux parler sans griller tes joueurs, sans griller quoi que ce soit, et tu peux avoir une com qui soit positive. Par contre, sa com est très bien parce que même en protégeant ses joueurs, même s'il prend tout sur lui, à un moment donné, si c'est des vrais joueurs, ils vont lui renvoyer l'ascenseur. À un moment donné, il travaille dans ce mais justement, mais moi je pense qu'il y a ce problème-là avec... Donc lui, il attend qu'il lui renvoie, mais est-ce que ces joueurs-là, ils sont encore dans une mentalité de se dire ok, je me bouge, je vais faire quelque chose pour lui, et est-ce que Villas-Boas, il envoie ces ondes-là de dire tu vas mourir pour moi, comme ce qu'envoie Mourinho, quoi, pour parler du special one. Il va vite s'en rendre compte. Je pense qu'il parle à l'intelligence des joueurs, lui. Il parle à l'intelligence. Voilà, je pense qu'il parle à l'intelligence. Je pense qu'il les amène autrement. Voilà, c'est peut-être pas en les terrorisant, pas en imposant une sorte de figure comme ça tutélaire, comme pouvait l'être Bielsa. Et un peu éloigné, puis à la fois qui savait manier très très bien la carotte et le bâton. Je pense que lui, il est un peu plus rentré dans l'intimité du joueur. Mais est-ce que les joueurs qu'il a, est-ce que les joueurs qu'il a là peuvent répondre à cette technique de management? Ça, c'est une question. C'est la question, ouais, ça. Il est très intelligent, Villas-Boas. Je pense qu'à un moment donné, il va vite comprendre ses joueurs et qui il a en face. À qui il faudra faire confiance. Parce que moi je pense qu'à Payet, il faut vraiment le secouer. Et je pense que Payet, quand il est dans un sale moment, il a cette capacité de se dire ok, vous pensez que je suis un mauvais, moi je vais vous montrer. Mais s'il est dans un confort, Payet il fait rien, quoi. Non, mais après l'avantage d'un entraîneur intelligent comme Villas-Boas, que je le pense sincèrement, c'est qu'il va parler différemment à chaque joueur. Il va comprendre leur caractère, leur façon de fonctionner. Il peut être méchant avec toi, gentil avec moi dans son dialogue, et virulent avec lui. Tu comprends? Parce que moi, j'avais besoin qu'on soit virulent avec moi. Parce que j'avais des joueurs qui ont besoin de bouche. Si tu me parlais calmement, Jean-Charles, tu es dans du confort, ton jeu il est bien et tout. Non, moi j'avais envie qu'on me rentre dedans. Et quand on me rentre dedans, ça me donnait encore plus envie de rentrer dans l'adversaire. Mais on a besoin d'être comme ça. On a besoin. Mais là, si tu n'es pas comme ça, tu n'as pas de... Là, on va avoir un avantage, c'est que là, tous les matchs qui arrivent là, jusqu'au 1er septembre, c'est que des matchs compliqués. Il faut dire ce qui est. Là, on va voir vraiment ce qu'il vaut, cette équipe, jusqu'au 1er septembre. Parce qu'on va quand même rencontrer Nantes, Nice, ça va pas être une partie de plaisir. Après, je crois qu'on joue à Saint-Etienne et on va à Monaco. Bordeaux, non? Non, Monaco. Ouais. Donc là, on aura déjà un aperçu de ce qui nous attend. Ce que tu es en train de nous dire, là, Ludo, pardon. Ce que tu es en train de nous dire, ça veut dire que les adversaires ne nous craignent plus. Et ça, moi par contre, c'est difficile à encaisser. Ça me déçoit un peu parce que quand on est à l'Olympique de Marseille, de partout où on allait, on reçoit l'OM, d'abord tu fais le plein, ça veut dire déjà que les gens ont envie de te voir et qu'ils te craignent.
Mais aujourd'hui, personne ne nous Après, craint. il faut dire ce qu'il y a, on n'est plus craint. Ouais, mais ça devient dramatique. Oui, mais ça pourquoi, devient mais pourquoi parce qu'en début de saison, les joueurs. c'est toujours le même discours. On a des présidents, on a des dirigeants qui sont là. Ouais, cette année, on va faire ci, on va faire là. Et puis d'un coup, plus ça avance, plus on s'aperçoit que c'est toujours pareil, le même fonctionnement. Donc, quelque part, on passe un peu pour des bouffons, quoi. Voilà, c'est un employé mot de chez nous, oui, c'est vrai. Tu sais, dans le football, mais par rapport peut-être aussi au président, je pense qu'il y aurait un petit peu une sorte de communication peut-être à éviter en début de saison. Arrêtez de dire tout le temps, cette année on va être compétitif, cette année ne sera pas la même année que l'an dernier. On va avoir un budget significatif pour acheter. Parce que chaque année c'est pareil. Si on reprend les vidéos de l'an dernier d'Hérault, c'était les mêmes que cette année. Et c'était les mêmes que la saison d'avant. Mais ça sera toujours pareil, ça ne changera pas. Mais je pense que le problème vient de là. Le gros problème est là. Avec la Brune aussi. Mais tu sais, et Thierry pourra en parler parce que bon, nous on connaît, enfin on connaît toi aussi, tu es plus jeune mais tu connais aussi. Je pense que dans le monde du football, moi j'ai eu la chance de jouer avec des immenses joueurs à Bordeaux. Il y a des jours, il y avait des grands joueurs que le football, ça se jouait facilement, que tu avais l'impression que tout était écrit, tout était et ça roulait facilement. Et il y a des jours où tu n'étais pas bon. Mais c'est là où tu as les joueurs d'expérience, ou l'intelligence des joueurs se disant aujourd'hui on n'est pas bien, on va gérer différemment. C'est-à-dire que sur le plan tactique, on va être bien placé et on va peut-être le faire différemment sur l'agressivité et sur l'efficacité. C'est-à-dire que le peu de ballons qu'on aura peut-être offensivement, ceux-là, il faut qu'ils soient au fond. C'est cette gestion. Est-ce que nous, on est capable de gérer ça voilà. Quand on n'est pas bien physiquement, est-ce que nos techniquement, cadres, par rapport à l'adversaire? Est-ce que les cadres il y a sur lesquels tu as misé... Il y a combien de grandes équipes, soit le Real, le Barcelone, Liverpool, même quand ils font des mauvais matchs, ils gagnent 1-0. Voilà, mais est-ce que les cadres sur lesquels tu as misé sont capables de faire ça? Non, il n'y a personne. Mais pour reprendre une expression justement de José Anigo qui avait dit à l'époque, il a dit quand on est une grande équipe, on est craint à domicile. Ce qui n'est pas le cas. Bon, on va s'arrêter là, messieurs. Je vous remercie. il faut que je mette le haut là. Déjà. Et oui. On est le 15 août quand même. On est le 15 août. Attends, nous on veut travailler. Voilà, nous on veut travailler, mais après moi je me tape le montage. Au Moisson, on n'est pas payé double. Et oui, on va bientôt monter notre syndicat, Jean-Charles. Mais on est bien comme ça. Nous c'est l'amitié. Voilà, on est tranquille. On est bien Football Club de Marseille, mais Ben, regarde, nous on travaille le 15. Hein, tu vois ça. On Nico, parle même pas de Nico. Nico, lui, depuis le 12, il travaille plus. C'est une honte. Je vous dis, moi, je prends jamais de congé en plus. Hein, vous savez bien. Merci Ludo. Merci à vous. Et tu reviens quand tu veux avec ton accent corse chantant. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Et Thierry, donc on te retrouve bientôt sur Olympien, sur Football Club de Marseille. Pour ton billet d'après-match? Sur le billet d'après-match, sur le billet de lendemain. Bon, je suis un peu en reprise, donc on va peut-être accélérer le rythme encore. Mais là, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux dire en ce moment? C'est compliqué. Je vais pas taper sur Hérault tous les jours, je veux pas un peu de monomaniaque. Je veux dire, tout le monde... C'est un petit peu de temps quand même de revenir. Tout le monde a compris qui c'était, et on va juste attendre maintenant que ça soit fini, qu'il tombe. Qu'il y ait des développements, quoi. Et Jean-Charles, toujours sur Football Club de Marseille. Eh bien oui, avec plaisir, et je remercie Football Club de Marseille de me garder. Et c'est nous qui te remercions. À bientôt, à lundi.